Alors, une première vidéo pour présenter le premier survol des suites de nombres réels avec la partie que vous avez à travailler pour ce mercredi matin, donc les paragraphes 1 et 2. Alors, je vais vous laisser regarder, bien sûr, et lire, et me poser des questions sur le forum si vous le souhaitez. La première partie est considérée, le grand 1 est consacré, pardon, au vocabulaire des suites réelles. Donc la plupart des notions, vous les connaissez. On s'intéressera donc à l'éventualité de suites définies par récurrence. Donc une suite définie par récurrence, hein, c'est une suite pour laquelle on connaît le premier terme, x0 égale a, et puis xn plus 1 égale f de xn. Ce sont des suites évidemment très importantes. Dans l'important de cette suite-là, on peut faire des suites doubles, triples si on a plusieurs conditions, et dans ces cas-là, les conditions initiales seront par exemple x0 égale a, x1 égale b, puis xn plus 2 en fonction de xn et xn plus 1. Et évidemment, on peut faire dans tous les sens. Il faut vérifier qu'on a bien une partie qui est stable par a, c'est-à-dire que f est une application de a dans a pour que ça ait un sens. Et puis, ceci va conduire, hein, lorsqu'on aura des idées de limite et que f sera continu, vous voyez que par passage à la limite, de chaque côté, si xn tend vers L, alors on aura L égale f de L, c'est-à-dire les limites potentielles seront des points fixes. On y reviendra, et c'est un point important. Dessin classique qui vous permet de suivre les évolutions d'une suite récurrente, et puis des exemples de suites. Alors on les a vus depuis le début de l'année. Vous devez bien les connaître tous les trois, évidemment. Alors arithmétique, géométrique, sans difficulté. Et puis le cas d'une suite arithmético-géométrique, d'accord, c'est-à-dire xn plus 1 est égal à axn plus b. Dont on peut aussi calculer le nème terme pour s'en sortir en se ramenant à une suite arithmétique, en fait, en extrayant le point fixe. Les opérations accessibles pour les suites, donc on va retrouver évidemment la multiplication et l'addition, ainsi que la multiplication externe. Attention, hein, ces trois définitions, faites bien attention qu'on retrouve une multiplication sur R et ici 3 opérations qui portent sur R indice grand N, c'est-à-dire les suites à valeur dans N. Et ainsi muni, on retrouve une loi anneau, l'espace des suites multiplié de loi est un anneau, ainsi qu'une loi d'espace vectoriel. D'accord. Si on a un anneau, il va falloir en distinguer le 0 et le 1. Le 0, c'est la suite nulle, constante en 0. Le 1, c'est la suite, attention, constante en 1. D'accord. Puis, les négatifs, les inverses, pardon. Notion de suite extraite, je reviendrai dessus, où je vous ferai une vidéo spécialement sur les suites extraites. Notion très importante, puisque ça va être à l'origine de nombreux théorèmes, dont le théorème de Bolzano-Weierstrass, dont on parlera tout à la fin du chapitre sur les suites, pas de cette vidéo. Bien, donc je vous laisse lire ceci, puis vous aurez une vidéo extraite spécialement dédiée aux suites extraites. Les suites et les relations d'ordre, donc toujours dans les propriétés. Qu'est-ce qu'une suite majorée, minorée, bornée? Suite décroissante, croissante, etc. Alors attention, hein, ça revient à parler d'une application qui serait croissante aussi. Et puis l'erreur classique, n'allez pas me dire que dans le premier cas, xn est plus petit que xn plus 1, donc xn est décroissant, ceci à n fixé. Et dans le deuxième cas, xn plus 1 est plus petit que xn, donc xn est plus petit, donc xn est croissante, excusez-moi, sinon elle va tiquer, et xn est décroissante. D'accord? Et me dire que dans tous les cas, donc xn est monotone. Ceci est bien sûr un raisonnement faux. Je vous rappelle, on l'a dit plusieurs fois, que pour montrer qu'une suite est croissante, comme pour une application, il faut qu'on ait la relation d'ordre pour tous les éléments. Après ces notions sur la relation d'ordre, on va retrouver que c'est une relation d'ordre partielle, etc. Je vous laisse vérifier ceci.
Un exemple qu'on va refaire plusieurs fois, qu'on va parcourir, ça va être un leitmotiv, donc regardez-le en détail, le 1,18 sur l'ensemble des solutions de x plus log de x. C'est une façon de le montrer à l'aide d'un tableau des variations. Je ne sais pas si je vous ai dit jusque-là que le tableau des variations était un outil très important et très utile, mais il serait peut-être temps que j'y pense. Donc relation d'ordre sur les suites, c'est une relation d'ordre partielle, et puis quelques propriétés et des vrais ou faux, on laisse regarder ensuite. Puis, attaquons le vif du sujet avec les preuves en epsilon, avec tout d'abord la limite d'une suite, définition d'une ligne réelle. Alors, la définition dont je vous ai parlé ce matin, quel que soit epsilon positif, il existe un n dans n tel que, quel que soit n dans n plus grand que n0 implique xn est moins l est plus petit que epsilon. Ça veut dire quoi? C'est illustré sur ce dessin. Ça veut dire que si la limite de la suite c'est L, d'accord, j'imagine là les éléments n qui sont là, et puis donc à n fixé, je représente la valeur de un. D'accord, donc ici, les points de la suite s'étalent comme étant les différents points, voilà, un plus 1, etc., de 1 en 1. Eh bien, ce que nous indique ce dessin, c'est qu'en fait, quand on se donne une limite L, qu'on se donne un encadrement de cette limite par un epsilon aussi petit, arbitrairement petit que l'on veut, donc c'est ce L plus epsilon, L moins epsilon, et bien à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir de n0, je peux affirmer que tous mes éléments sont dans cette zone. Alors, s'en déduisent quelques formulations et quelques propriétés, puis quelques démonstrations de convergence. Unicité de la limite, qui va elle aussi se traduire par un dessin. D'accord. L'idée de base étant donc le dessin qui suivre. Si je suppose que j'ai une différence, et bien d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, si L est plus petit que L', d'accord, donc la différence entre les deux va former une certaine distance, donc L moins L' moins L, en l'occurrence ici, valeur absolue de ceci, et je vais dire que ceci est égal à 3 epsilon, puisque j'ai posé epsilon égale ceci sur 3, bah, on voit que au-delà d'un certain rang n0, les points sont forcément dans cette zone-là, et au-delà d'un certain rang n1, les points sont dans cette zone-là. Donc si je regarde ce qui se passe à partir du max de n1 et de n2, qui est ici n0, bah mes points sont censés être à la fois au-dessus et en dessous de cette limite. Or, ça ne va pas être possible, puisque le même point ne peut pas vérifier les deux, les ensembles étant distincts. D'accord? Donc on retrouve une nouvelle fois la même idée dont on a déjà parlé. Dès que je prends L différent de L', ça me donne un epsilon. Alors, on parlera de suite convergente si elle admet une limite finie, et on dira qu'elle converge vers L. On emploiera aussi tout un vocabulaire pouvant être une suite admet une limite tend vers L. On parlera dans le cas d'une suite qui n'admet pas une limite, d'une suite divergente. Ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'il y a deux types de suites divergentes possibles. Les suites divergentes parce qu'elles ne convergent pas, ça sera le cas de moins 1 puissance n. Et puis les suites divergentes mais qui ont une limite, enfin les suites divergentes qui n'ont pas de limite, les suites divergentes qui ont une limite qui seront plus ou moins l'infini. Donc, dans les propriétés, avant d'attaquer ces limites infinies, tout de suite convergente et bornée, ce qu'on va retrouver comme propriété. Et puis, attention, une suite bornée n'est pas nécessairement divergente. En revanche, si une suite n'est pas bornée, elle est divergente, forcément, puisque tout de suite convergente est bornée. Une propriété technique très utile, assez simple, si jamais xn moins l est plus petit que yn et si yn tend vers 0, alors xn tend vers l. Ça nous dit que, de façon générale, pour montrer que xn tend vers l, il suffira de majorer xn moins l et d'essayer de trouver une expression que l'on sait tendre vers 0. Bien. Ensuite,
une propriété qui va nous servir surtout pour des contre-exemples. Si une suite converge vers L, sa valeur absolue, la valeur absolue converge vers la valeur absolue de L. D'accord. Et puis, on peut affirmer aussi que si une suite tend vers L et qu'on a un réel A à côté, si L est strictement plus petit que A, alors il existe un voisinage pour lequel L est strictement, Xn est strictement plus petit que A, ce qui est illustré sur ce dessin. Si L était au contraire strictement plus petit que A, pardon, c'est donc le deuxième cas qui illustre le dessin, à partir d'un certain rang, Xn, on peut affirmer que Xn est tout le temps plus grand que A. Et donc on peut notamment affirmer que Xn, à partir d'un certain rang, est toujours différent de A. Donc une suite qui tend vers 0, qui ne tend pas vers 0, qui tend vers une valeur non nulle, pardon, à partir d'un certain rang sera non nulle. Donc on pourra prendre son opposé. Bien. Alors, suite des propriétés avec la caractérisation séquentielle des bornes supérieures et inférieures, dont on a parlé ce matin, et la caractérisation séquentielle de la densité. Alors, je vous refais le dessin. La caractérisation séquentielle des bandes supérieures et inférieures, donc mettons une bande supérieure. Si j'ai S, un élément qui est un majorant de A, donc je sais que les éléments de A sont là, eh bien, j'aurai une bande supérieure si et seulement si j'ai une suite AN qui tend vers A. Suite d'éléments, évidemment, de A. D'accord? Si c'est le cas, on voit qu'en fait, la définition en epsilon de la bande supérieure traduit exactement ceci. Et évidemment, on aura la même chose pour une bande inférieure, I, si et seulement si il existe une suite Bn qui tend vers I, suite d'éléments de B. Caractérisation séquentielle de la densité dont je vous ai parlé, vous avez la démonstration qui sera en question de cours cette semaine. Donc une partie est dense si et seulement si tout nombre est limite d'une suite d'éléments de D. Et on peut construire en plus avec la densité une suite d'éléments croissante, décroissante, comme on le souhaite. Bien, ensuite les suites qui tendent vers l'infini avec la définition, donc définition quantifiée qui est comme ceci, où on va retrouver le dessin, donc qui sera à la page suivante, qui est de dire que pour tout A, à partir d'un certain rang, la suite est nécessairement plus grand que A. Et vous voyez que ce A ici, on va le faire tendre aussi. Il est libre, donc on va pouvoir aller vers le haut, donc ce qui veut dire que votre suite, elle est forcément par là, en plus l'infini. Une suite qui tendrait vers moins l'infini, ça veut dire que pour un B négatif, à partir d'un certain rang n0, vous êtes par ici. Et donc quand n va tendre, la barre, on va pouvoir la faire descendre ici, et on a bien une suite qui est par là, ce qui correspond bien à la vision intuitive que l'on peut avoir, limite infinie. Quelques résultats portant sur ces suites, donc dessin qui illustre, une suite qui tend vers plus l'infini n'est pas majorée, une suite qui tend vers moins l'infini n'est pas minorée, et puis quelques résultats qui regroupent des propriétés, assez peu sur des suites admettant une limite dans R bar. D'abord le caractère asymptotique qui dit qu'on peut changer autant de termes que l'on veut tant que c'est un nombre fini de termes d'une suite. On ne change pas sa nature, c'est-à-dire on ne change pas le fait qu'elle converge ou non, ni évidemment la limite et la valeur de la limite. Une autre propriété sur les suites extraites, donc toute suite extraite d'une suite qui converge est convergente, étant vers la limite. Et puis enfin, comment démontrer qu'une suite n'admet pas de limite à l'aide de suites extraites. D'accord? Avec un résultat technique dont on reparlera, qui est que si les deux suites extraites des pairs et des impairs convergent vers la même limite, alors la suite admet cette limite. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça tout en détail, hein. On a fait un survol très rapide. Évidemment, il vous reste à le travailler.